Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à nos côtés dans ce webinaire qui est dédié au Digital Asset Management, le quatrième, et donc ce sera le dernier de cette série. Je suis Eric Leven, je suis journaliste pour Archimag et responsable de l'agence digitale d'Archimag, et pour évoquer ce sujet aujourd'hui, je suis accompagné de Michel Remis, qui est rédacteur en chef d'Archimag. Bonjour Michel. Bonjour. Et puis Frédéric Sanui sera là aussi pour répondre peut-être à certaines de vos questions. Frédéric Sanui d'Activo Consulting, qui a participé aux 3 autres webinaires, sera aussi là à nos côtés pour répondre à vos questions si besoin. Bonjour à tous. Alors, pourquoi ce nouveau webinaire sur la valorisation de votre patrimoine audiovisuel et par ricochet, bien entendu, sur le Digital Asset Management? D'abord parce que ce confinement et ce télétravail contraint depuis mars, c'est l'occasion pour nous tous de nous interroger sur nos méthodes de travail et peut-être même l'occasion de revoir nos outils de travail. Peut-être que chez vous, il y a des manques de ce côté-là, peut-être que vos outils de gestion ne vous donnent pas pleinement satisfaction. Voilà, c'est le moment de se poser la question, on a un peu de temps, c'est le moment de le faire. D'autant qu'Archimag vient d'éditer un guide pratique, son nouveau guide pratique, le numéro 66, qui est consacré à ce sujet. Alors, c'est un guide qui vous offrira un large panorama du marché du digital asset management, de ses enjeux, de ses acteurs, des solutions qu'il compose. Un guide, évidemment, qu'on vous conseille de lire si vous êtes à la recherche de conseils et de solutions. Sachez également qu'Archimag a édité l'an dernier un e-book qui est entièrement consacré au digital asset management avec plusieurs partenaires. Un e-book auquel Frédéric Sanui a participé. Cet e-book, il est accessible en ligne et téléchargeable au format PDF. Vous verrez, il y a des interviews, il y a des contenus écrits, il y a différentes choses. Vous verrez, c'est assez complet. Ça vous donnera pas mal de clés pour aborder le sujet en complément du guide 66. D'ailleurs, à l'issue du webinaire, on vous enverra le support et vous aurez tous les liens qui vous permettront d'accéder à ces contenus. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez poser toutes vos questions via l'outil de webinaire, des questions auxquelles nous répondrons en temps réel si on y arrive et si on a le temps, ou que nous réserverons pour la fin du webinaire si besoin. Alors, vous le savez, alors là c'est voilà, vous le savez, cette semaine, nous devrions être enfin en plein festival de Cannes. Mais oui, on devrait donc, les agences devraient logiquement déborder de photos, de vidéos, d'interviews, de fichiers audio à diffuser, à partager, à vendre, avec une large communication orchestrée autour des films en compétition, et avec là encore de nombreux éléments à valoriser, les affiches, les photos de la montée des marches, les castings, les photos des films, etc. Mais cette année, malheureusement, ce sera sans. Cannes a aussi été victime de cette épidémie, mais ce qui n'a pas empêché les organisateurs du festival de faire vivre le site web du festival et les réseaux sociaux avec de nombreux contenus audiovisuels. D'ailleurs, le site du festival, ça c'est une capture du site que je vous montre, je vous conseille d'y aller, vous verrez, c'est un bon exemple de tout ce qu'on peut faire en matière de valorisation de contenu multimédia. Alors, vous allez me dire évidemment, ils ont de quoi faire, je suis d'accord avec vous, mais allez jeter un œil. Vous verrez qu'entre l'interview du malheureux président, c'est une interview vidéo de Spike Lee, entre la section archives qui vous permet de revivre visuellement toutes les éditions du festival année par année, ou encore la médiathèque du festival qui vous permet d'accéder à des photos, des vidéos, des contenus audio avec là encore des tas de choses depuis 1946 jusqu'à 2019, vous verrez qu'on peut faire beaucoup de choses avec des éléments multimédia. Et donc, je me dis que des éléments multimédia, forcément, on en a tous dans nos entreprises, sauf que déjà, nous ne savons pas très bien où ils ne sont pas organisés. Ensuite, nous ne savons pas les mettre en scène, donc on ne les valorise pas. Et finalement, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait rien. Alors, faute de temps, je suis d'accord avec vous, faute de stratégie en la matière, certes, mais aussi faute d'outils de gestion dédiés et faute d'avoir reconnu, et c'est le premier point de cette présentation, faute d'avoir reconnu l'intérêt du multimédia dans la communication et dans son business. Ah oui, parce que depuis, quand même, c'est la première chose à faire, c'est de reconnaître cette importance. Depuis l'avènement des smartphones, on croule sous les photos et les vidéos, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus lancer aucune campagne, rien sans un visuel, aucune enquête, rien ne se fait sans visuel. Ensuite, parce que les canaux de communication se sont évidemment multipliés avec
le web et les réseaux sociaux. Là encore, de ce côté-là, sur les réseaux sociaux, rien ne se fait sans une image ou sans une vidéo. Ensuite, parce que beaucoup d'entreprises se sont emparées de cette question malgré tout et veulent aujourd'hui harmoniser leur communication avec les bons éléments. Alors là, je parle des bons logos, les bonnes couleurs, la bonne charte graphique. Ce qui me rappelle une conversation que j'ai eue avec quelqu'un du groupe La Poste qui s'occupait de la communication et qui utilise ePhotodam Dine pour la gestion de ses assets multimédia et qui m'expliquait que régulièrement, les logos et tous les éléments de communication des différentes marques du groupe, il y en a plusieurs, vous savez, il y a la Banque Postale, Géopost, Chronopost, etc. Tous ces éléments changent. Les tenues aussi, des facteurs changent et tous ces éléments nécessitent une bonne gestion parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser le mauvais logo pour une campagne actuelle, par exemple. Donc, tous ces éléments sont éliminés, tous les éléments qui sont vieillissants sont éliminés régulièrement des collections principales et ils conservent un fonds patrimonial pour gérer tout ça. Voilà, donc c'est un monde aujourd'hui où tout va très vite, on est en recherche d'efficacité permanente, on ne veut plus perdre de temps à rechercher des éléments qu'on a déjà, on ne veut pas perdre de temps à les recréer et surtout on ne veut pas perdre de temps à les créer parce qu'on ne sait pas où ils sont. Voilà. Ce qui m'amène au résultat de l'enquête qu'on avait menée dans l'e-book d'âme, où on avait interrogé un petit peu donc les entreprises sur les usages des ressources multimédia, leur façon de les gérer. Et ce qui revenait, c'était que les principaux problèmes liés à la gestion des ressources multimédia, c'était d'abord la recherche des ressources. Les sondés, pour 58% des sondés, ils avaient du mal à retrouver justement toutes ces images et les vidéos quand ils en avaient besoin. Pour 52% ensuite, ça venait la gestion des droits, qui était compliquée. L'éparpillement des ressources au sein de différents systèmes de stockage, ça c'était aussi un autre problème pour quasiment la moitié des répondants, mais aussi la réutilisation de certaines de ces ressources pour 43% des sondés. Et au final, dans cette enquête, on s'est aperçu que seule une organisation sur 4 était équipée d'un DAM et que la gestion finalement de toutes ces ressources multimédia restait assez artisanale et désorganisée, puisque la majorité c'était 30%, 30% utilisent une base de données maison. Alors là, c'est des dossiers, des répertoires classiques. D'autres, à 13%, utilisent des dispositifs de stockage partagés. D'autres utilisent une GED, d'autres encore des solutions en ligne de type Google Photos, Dropbox, certains encore des logiciels propriétaires comme ePhoto. Enfin voilà, cette gestion reste très artisanale et l'usage numéro un pour tous, c'était d'abord la communication et les besoins liés à l'organisation d'événements à 32% et dans une moindre mesure à des fins de conservation pure pour organiser d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel, c'était vraiment la communication. Voilà, alors le premier point, c'est reconnaître l'importance du multimédia comme moteur de la communication. Et Michel, alors le point numéro 2, c'est peut-être s'emparer de la question juridique aussi. Alors oui, tout à fait. La question juridique est quand même hyper importante en ce qui concerne la gestion des photos. Il y a pas mal de questions à se poser en amont. Est-ce que les images que vous avez vous appartiennent vraiment? Qu'avez-vous le droit de faire avec ces images? Comment obtenir des images en toute sécurité? Comment utiliser, valoriser des images aussi en toute sécurité? Il faut savoir que sans encadrement juridique, un fonds multimédia est en fait inutilisable. Il y a différents pièges à éviter quand on est face à des images dans la pratique. On peut avoir des photos ou des vidéos mal indexées. Si vous avez uniquement une date, un lieu, un nom de fichier, ça ne sera certainement pas suffisant pour en faire quelque chose. Il faut vraiment savoir qui est l'auteur, qui est sur l'image, quel est le périmètre d'utilisation de cette image, pour quelle période, pour quel type de support. Est-ce qu'on a le droit de modifier l'image aussi? Voilà, donc c'est tous ces éléments qu'il va falloir voir. Alors, un danger aussi, un piège, c'est tout ce qui concerne les images récupérées sur Internet. S'il n'y a pas de mention sur ces images, évidemment, on est tout de suite en danger, parce que toute image a forcément un auteur. S'il n'y a aucune mention, ça peut être un oubli, une négligence, mais il ne faut pas conclure que l'image est libre de droit. Si on prend une image sur Internet et qu'il y a une mention, on peut aussi être en danger, en fait. Alors bien sûr, on peut se trouver sur un site qui paraît parfaitement sécurisé en quelque sorte. Si vous êtes sur un site de presse avec une image qui a une mention AFP, là effectivement il n'y a pas de danger. Vous savez la sourcer, vous savez où obtenir l'autorisation pour l'utiliser.
Mais si vous vous trouvez dans le contexte d'un blog, d'un réseau social, là, on est en danger parce qu'on sait que dans ce type de lieu, on a des images qui sont très volatiles, qu'on peut transmettre très facilement, qu'on peut reprendre, qu'on peut détourner, qu'on peut truquer, qu'on peut renommer. Donc, il ne faut absolument pas se fier à ces images. Un autre point de vigilance, c'est les licences Creative Commons, qui en fait apportent un cadre relativement sécurisé. Donc c'est un système de licence qu'on peut appliquer à des photos et qui se traduit dans la pratique par des symboles associés aux photos. Alors si vous avez le symbole égal, par exemple, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de modifier l'œuvre. Si vous avez par exemple le symbole du dollar ou le symbole de l'euro barré, ça veut dire que cette œuvre ne peut pas être utilisée dans un cadre commercial. Donc c'est très simple, on suit les indications indiquées par ces petits pictos et on est sûr de ne pas faire de bêtises. Autre question, autre point de vigilance, ce sont les photos libres de droit. Libre de droit, en fait, c'est quelque chose qui correspond plus à un modèle économique qu'à un modèle vraiment juridique. Libre de droit, ça ne veut pas dire que les images sont gratuites. Non, généralement, même elles sont payantes. Et il faut aussi savoir que sur ces images-là, il y a très souvent des restrictions d'exploitation. Et donc, on ne peut pas y couper. Il faut un petit peu se mettre dans le code de la propriété intellectuelle et aussi dans le RGPD. La première question donc, concernant l'image, d'un point de vue juridique, c'est de savoir qui est l'auteur de l'image. Un auteur, en fait, ne cède jamais son œuvre. Il cède des droits d'exploitation, de représentation, de reproduction, d'exposition. Et il fait ça dans un périmètre d'exploitation particulier, pour une utilisation donnée, pour une durée particulière. Toute cette cession fait l'objet d'un contrat écrit, c'est obligatoire. Une cession d'œuvre ne peut pas se faire comme ça oralement. Il faut nécessairement un contrat écrit. C'est ce qui est en tout cas indiqué dans le code de la propriété intellectuelle. Donc on a l'auteur de l'image qui est identifié. Il faut aussi savoir, on peut aussi se trouver face à des images qui représentent des œuvres. Par exemple une sculpture, une peinture, un bâtiment d'architecte. Là aussi, il peut y avoir des droits. Tout dépend de l'intention de l'image. Si cet objet est l'objet principal de l'image, alors il faut demander l'autorisation à l'auteur. Si cet objet est secondaire dans l'image, si c'est en fond, en paysage ou autre, là l'autorisation n'est pas nécessaire. Il y a toute une jurisprudence sur ce sujet-là. Autre point, bien sûr, c'est lorsque l'image représente une personne. Là, on se place dans le cadre du RGPD. L'exploitation de l'image d'une personne identifiable correspond pour le RGPD à un traitement de données à caractère personnel, même si cette personne est sur la voie publique, sauf le cas des photos de presse. Et donc, pour représenter une personne sur une image, il faut nécessairement son consentement, en sachant que ce consentement est accordé pour un délai court, 3 ans maximum, et aussi que cette durée peut aussi correspondre à la durée du support de publication. Et enfin, c'est encore le RGPD qui dit ça, la personne a le droit de retirer son consentement à tout moment. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le plus simple, bien sûr, ça sera de flouter l'image. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je vais reprendre pas mal de conseils qui en fait sont indiqués dans le guide d'âme d'Archimag par Didier Frochot, qui est un juriste spécialisé de la société Les Infostratèges. Eh bien, à minima, il faut une bonne gestion documentaire. En particulier, il faut relier toute image aux droits qui y sont attachés. Donc, à une image doit être relié son auteur, la date de sa première publication, parce que c'est la preuve de divulgation de l'œuvre, la date ou les dates d'exploitation et les supports de ces exploitations. À l'image doit être liées les références de l'acte de cession signé par l'auteur. Il faut aussi indiquer l'éventuelle appartenance de l'image à un lot, ça peut simplifier la gestion. Et il faut aussi indiquer les diverses versions de l'image fournies par l'auteur, par exemple haute définition pour l'impression papier, basse définition pour le web, etc. Et alors, juste coupe, Michel, c'est là où les dames peut être intéressant. Et tu me dis, Frédéric, si je me trompe, mais dans les solutions de dames, on peut rattacher à chaque image un fichier, le contrat avec le photographe, on peut rattacher des briefs, on peut rattacher des tas de choses.
Bah, disons qu'on on a vu précédemment que dans les précédents webinaires qu'on pouvait en tout cas y attacher une notion de gestion du copyright à travers des informations IPTC. Et il faut savoir aujourd'hui que beaucoup de solutions d'âme offrent des notions, ce qu'on appelle de DRM, de Digital Rights Management, donc qui vont aller beaucoup plus loin dans le suivi de l'asset. C'est-à-dire qu'effectivement, alors c'est très souvent des intégrations, c'est rarement quelque chose qui est offert par défaut. Donc on va dire que par défaut, c'est plutôt comme Michel l'a précisé, une volonté collective de l'entreprise et dans la gestion correcte du droit. Maintenant, d'un point de vue purement digital, c'est souvent une intégration spécifique. Je crois que je vous ai déjà parlé de gens comme chez Imatag ou des gens comme chez Fadel qui aujourd'hui, par exemple, par rapport à l'utilisation d'une image pour une publication donnée, seront capables, en tout cas, de gérer véritablement la granularité du droit, les coûts, etc., etc. Sans oublier aussi, parce que très souvent, une photo, elle peut sortir du DAM. Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elle est sortie? Parce qu'elle peut être sécurisée dans le DAM, mais quand elle est sortie, qu'est-ce qu'on en fait? Et là aussi, on a un certain nombre de technologies qui vont, par exemple, tracer l'asset avec parcourir tout le web où se trouve l'image et être capable de l'identifier grâce à des marqueurs qui vont changer l'image sur un pixel. Voilà. Donc tout ça, ce sont des technologies qui peuvent être embarquées très rarement par défaut, mais souvent par option dans les DAM. Bien entendu, le meilleur moyen, c'est ce qu'explique Michel, c'est aussi d'être capable de gérer soi-même avec des métadonnées l'ensemble de cette information. Oui, en Merci, effet, merci. il faut vérifier que tous ces éléments sont bien présents. Comme je disais, donc il y a tout cet aspect de gestion documentaire. On peut aussi pousser, en lien avec l'outil, une gestion juridique approfondie. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans son système, en tout cas avec un accès le plus pratique possible, avoir l'état civil et les coordonnées de l'auteur ou des auteurs. Si jamais l'auteur est décédé, il faut aussi avoir en sa possession l'identité et les coordonnées des héritiers, ça peut être utile. On peut avoir aussi à proximité le contrat passé avec chaque auteur, ou alors une fiche de synthèse du contrat qui rappelle les différents éléments, droit d'exploitation, la durée de la cession ou des choses comme ça. Il faut aussi avoir le consentement écrit et valide des éventuelles personnes physiques identifiables sur les photos, et connaître aussi les droits qui concernent les bâtiments ou les objets qui sont représentés sur les images. Ce que je conseillerais éventuellement pour rebondir là-dessus, c'est que, en tout cas, ce qu'on peut faire dans les solutions de DAM, c'est faire afficher les conditions générales d'utilisation. Typiquement, lorsqu'on a la première connexion ou lorsqu'on va télécharger, avoir un petit pop-up qui précise bien ça. Voilà. Oui, d'accord, tout à fait. Voilà pour la partie juridique. Eh ben, écoute, merci. Alors maintenant, on va s'attacher aux signes qui montrent que vous avez éventuellement besoin d'un DAM. Si ça fait déjà un moment que vous jonglez avec une base de données maison, comme c'est le cas des répondants à l'enquête, ou une GED, ou des outils gratuits pour organiser et conserver toutes vos ressources multimédia, et que vous ne vous y retrouvez plus, c'est certainement qu'il est temps de passer à une plateforme dédiée. Alors ça peut être un DAM, ça peut être un ECM. Voilà, en tout cas, il y a plusieurs signes qui montrent que vous devez absolument changer votre outil de gestion. Et on en a listé une petite dizaine. Alors le premier, si vous passez du temps à échanger des mails avec vos collaborateurs ou des partenaires externes pour justement transférer des visuels qui pèsent de plus en plus lourds et qui parfois même ne passent pas dans les tuyaux de votre messagerie, là, posez-vous la question. Deuxièmement, si vous êtes devenu un utilisateur fréquent de WeTransfer, Dropbox, Box et autres solutions de partage, et que vous êtes à deux doigts de souscrire aux versions payantes de ces outils, là aussi, posez-vous la question d'une solution dédiée. Troisièmement, si vos ressources numériques, qu'il s'agisse de photos, de vidéos, d'infographies, de production écrite, de flyers ou autre, peu importe, sont produites par des équipes différentes de celles qui sont en charge de leur diffusion, là aussi, posez-vous la question d'une solution centralisée pour gérer tout cela. Quatrièmement, si vous utilisez encore des clés USB, des cartes mémoire, oui, ça existe, oui, certains le font encore pour partager des photos, des vidéos, des fichiers lourds avec d'autres équipes ou services. Là encore, posez-vous la question d'une solution dédiée. Cinquièmement, si le processus de création
et de validation de ces ressources est encore manuelle, avec des échanges par messagerie instantanée, par mail ou même des appels téléphoniques pour dire est-ce que le fichier est valide, est-ce que c'est le bon, etc. Et que la campagne, et pour déclencher finalement l'envoi d'une campagne, là posez-vous la question d'une solution dédiée. Parce qu'avec les workflows, et ça on le verra un tout petit peu plus tard, avec les workflows intégrés aux solutions de DAM, ça va faciliter la vie. Sixièmement, si vos serveurs et vos NAS sont en train d'exploser face à la hausse vertigineuse de volume et de poids de vos médias, si vous ne savez plus quoi en faire, si vous ne savez plus les gérer, là aussi, posez-vous les questions. 7, si vous perdez un temps précieux à rechercher des visuels ou des fichiers pour pouvoir les réutiliser et que vous ne parvenez jamais à retrouver la bonne version, là encore, posez-vous la question d'une solution dédiée. 8, si vous ne savez jamais vraiment quels droits, comme expliquait Michel juste avant, sont associés au visuel que vous avez en banque, si vous vous demandez en permanence si vous avez l'autorisation de les utiliser, avec quelles mentions, dans quelles conditions, quelles restrictions, etc. Si vous n'avez pas de réponse à ces questions, c'est qu'il est temps de passer à une solution dédiée. 9, si on vous a déjà fait la remarque que le visuel ou le logo utilisé dans une campagne récente n'était plus d'actualité, comme je vous l'expliquais avec la personne de la Poste, posez-vous la question aussi. 11, si votre communication est silotée par canal de diffusion, parce que là, évidemment, les canaux se multiplient, il y a le display, il y a les réseaux sociaux, le print, le marketing direct, ou par gamme de produits, et que les médias sont créés indépendamment d'une équipe à l'autre et que chacun part alors de zéro, là aussi, posez-vous la question d'une solution dédiée pour pouvoir réutiliser des choses qui ont déjà été faites. Et enfin, si vous diffusez régulièrement des quantités importantes de médias et si vous possédez plusieurs outils de diffusion, ça peut être un CMS, un outil d'emailing ou que sais-je, qu'il faut alimenter là encore manuellement, là encore posez-vous les questions parce qu'avec un DAM et ses connecteurs ou ses API, ça peut se connecter aux outils de diffusion et ça permet de l'alimenter automatiquement avec des médias qui auront préalablement été validés et ça vous permettra de gagner un temps précieux sans passer d'un outil à l'autre. Voilà. Alors l'idée avec le DAM ou une solution ou un ECM, c'est pas d'ajouter de la complexité ou une nouvelle brique technologique à votre système d'information et de le complexifier, mais c'est simplement de modifier la façon dont vous produisez et partagez tous ces médias et tous les autres types de contenus d'ailleurs. Donc si une des situations que je viens d'évoquer vous parle, c'est qu'il est temps de passer au DAM ou en tout cas à une solution dédiée. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser au quatrième point. Alors oui, je vous ai intégré quelques graphiques que vous retrouvez, quelques éléments visuels que vous retrouverez dans la présentation qu'on vous enverra par la suite pour que vous voyez un peu comment tout cela fonctionne. Je vous laisserai les découvrir à tête reposée. Donc quatrième point, Michel, c'est la numérisation. Alors on numérise parce qu'on veut exploiter son patrimoine, mais comment? À quoi il faut faire attention? Alors oui, tout à fait. Digital Asset Management, ça suppose que tout soit en digital et ce n'est pas forcément le cas. Donc, il y a une phase de numérisation qui peut être à opérer. Tout d'abord, oui, si d'entrée de jeu, vous disiez je vais tout numériser, en fait, vous n'êtes pas prêt de voir le bout du tunnel. Parce qu'il faut préalablement se poser des questions concernant la stratégie de numérisation, les compétences, le coût que ça peut représenter, et bien sûr aussi se demander comment on va procéder concrètement. Alors, que doit-on faire en amont du projet? Une remarque préalable, c'est de dire qu'un fonds a un coût, mais le stockage analogique coûte moins cher que la numérisation complète et l'archivage numérique. Ça, c'est un élément à avoir en tête d'entrée de jeu. Ensuite, on peut se dire que par un projet de numérisation, il n'y a pas de projet de numérisation sans projet de valorisation ou de préservation. Alors, quelle valorisation peut-on envisager? Est-ce qu'on va numériser des documents qui ne sont pas consultés, qui n'ont pas d'intérêt pour la communication ou les métiers? À l'évidence, non. Donc, on va d'abord fonder un petit peu son fonds pour en avoir une idée précise et interroger les métiers. Sonder son fonds, idéalement, on peut avoir un inventaire complet déjà de son fonds, et ça, c'est pratique pour envisager la suite. On peut n'avoir qu'un inventaire partiel, mais ça peut donner déjà quelques pistes sur l'intérêt du fonds, sur sa volumétrie, sur l'état aussi du fonds. Par parenthèse, parfois, il faut se préparer les chantiers de restauration, de reconditionnement, de catalogage. Et ça, c'est aussi une autre paire de manches à voir en préalable.
Ensuite, quand on a déjà une idée du fond, on peut parallèlement sonder les métiers. Alors, quelques exemples, hein. C'est par exemple un service de communication qui veut fêter l'anniversaire de l'entreprise. Alors, on va chercher à récupérer ce qui peut le documenter pour un événement interne ou externe, une communication spécifique. Autre exemple, ce sera un service d'archives qui veut profiter de la commémoration du 8 mai 45 pour créer un événement propre. On a vu que ça il y a pas si longtemps. Donc là, on cherche à récupérer ce qui, dans ce fond, va permettre d'envisager cette valorisation. Autre exemple encore, un service marketing qui veut profiter de l'ancienneté d'une marque pour en faire un avantage compétitif sur ses concurrentes. Alors, on va chercher qui peut alimenter l'histoire de cette marque. Au passage, la question de la complétude du fond va se poser. On peut avoir certains éléments d'un fond qui paraissent intéressants, mais qui en soi sont insuffisants. Alors, il va falloir chercher à le compléter. On peut faire des recherches d'archives, des recherches documentaires de tout type, de tout format. On va chercher des courriers, des photos, des films, même des objets. On peut aussi chercher à constituer des archives orales. Ça se voit dans certaines entreprises où on interroge des personnes qui ont travaillé dans l'entreprise et qui sont, par exemple, parties à la retraite. Donc, on recueille leurs témoignages que l'on met aussi en format digital. On peut aussi faire appel aux collaboratifs. C'est par exemple ce qu'on a vu, encore une fois, avec les archives qui, pour la commémoration de 14-18, ont lancé auprès du public une grande collecte pour récupérer différents objets ou témoignages. Voilà, je parlais de valorisation ou de préservation. Côté préservation, ça peut avoir un caractère évident quand on est face à un fond dont des éléments sont manifestement intéressants, mais qui, à l'évidence, sont fragiles, sont en voie de dégradation. La numérisation à titre de préservation devient urgente. Alors, le projet de numérisation lui-même, souvent on pense directement à un cahier des charges. Or, il faut voir le cahier des charges non pas comme un début, mais comme une synthèse de ce que l'on veut. En effet, il y a différents préliminaires à réaliser. On va numériser, donc on va obtenir des fichiers. Et donc, par rapport à ces fichiers, il faut penser à leur nommage, à leur arborescence, à leur format. Les formats dépendent des usages de service. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'une haute définition? Ils peuvent dépendre aussi du type et des moyens de stockage. On peut avoir des contraintes de disque dur, des contraintes de serveur, des contraintes de bande passante. Donc, il faut choisir en amont les quelques critères techniques qui seront adaptés au projet. Ensuite, il y aura aussi une phase de préparation des documents. C'est une phase qui est souvent longue et fastidieuse, mais elle facilitera la production des images et leur contrôle qualité. Alors, préparer les documents, ça signifie de réaliser un fichier de récollement. À partir d'une liste, on va vérifier si chaque item est véritablement présent et comporte bien des éléments d'identification, des éléments de nommage. Est-ce qu'on a aussi la volumétrie? Est-ce qu'on dispose d'informations annexes comme des commentaires sur la manipulation, sur l'état de conservation? Est-ce qu'on a aussi des éléments sur les métadonnées à intégrer? Et voilà, ainsi, petit à petit, on arrive à un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il va inclure une présentation des objectifs de la numérisation, un descriptif des documents qui inclut la volumétrie, les règles attendues de numérisation, les critères techniques identifiés, le calibrage de la chaîne de numérisation. Et par ailleurs, il va aussi comprendre des éléments qualitatifs concernant le prestataire. On va demander aux prestataires qui mettent à disposition un personnel avec des opérateurs qui ont les compétences techniques voulues. Il va falloir que le prestataire propose aussi une chaîne de contrôle qualité précise, qu'il explique pourquoi il prévoit tel matériel pour tel type de numérisation, et aussi, bien sûr, qu'il dise comment il va mener sa gestion de projet. Alors, en effet, la question du matériel se pose pour la numérisation. Je serais tenté de dire pas de souci, hein, il y a pratiquement un scanner par type de document. Si vous avez un grand format, des documents reliés, des plaques de verre, que sais-je, à chaque fois, vous avez un scanner qui permet de faire ce travail-là. Alors, il y a des scanners patrimoniaux, des scanners à plat, des scanners de livres, des scanners 3D pour les objets. Donc, la palette est vraiment large. Concernant la phase de test, cette phase de test doit permettre d'échanger avec l'équipe technique. Elle permet aussi de s'assurer que le résultat convient réellement. Cette phase de test aussi va permettre donc d'échanger et éventuellement d'ajuster le cahier des charges.
et c'est là où on arrive à le définir définitivement, je dirais, en sachant qu'un cahier des charges est quand même un élément très important puisque c'est un aspect contractuel qui engage les parties. Le contrôle qualité, il doit être opérationnel bien sûr dès la phase de test, il faut savoir ce sur quoi on veut tester. Le contrôle qualité correspond à un ensemble de phases de vérification de ce qui est prévu dans le cahier des charges. On peut contrôler de façon exhaustive si le fond à numériser n'est pas trop important ou par échantillonnage. Et donc, on va s'intéresser aux caractéristiques techniques. On va visionner les images. Est-ce qu'on a la bonne réalisation? Est-ce que le calibrage des couleurs est correct, etc. Et on va s'assurer de la conformité du nommage des fichiers. Le tout, bien sûr, doit rentrer dans un calendrier qui est également défini par le cahier des charges. Et puis, on verra comment ça se passe au niveau de la volumétrie, des compétences, des équipements. Voilà, c'est tout ce qui est résumé dans cette démarche. Mais on peut aussi se dire que face à la numérisation, justement, des éléments de volumétrie, de compétences dont on ne dispose pas vraiment, d'équipements, on ne va pas forcément acquérir un scanner patrimonial pour numériser que quelques documents. Donc la question de l'externalisation, du choix d'un prestataire va se poser. Et pour ça, je vous renvoie au guide d'âme qu'on a édité et qui présente environ 25 prestataires en numérisation qui proposent des prestations de tout type sur tous les documents possibles. Donc voilà pour le projet de numérisation. Bien sûr, en même temps se pose la question de l'indexation. Alors il y a plusieurs niveaux d'indexation. L'indexation revient à décrire les documents. Ça se fait souvent de manière humaine, avec un vocabulaire contrôlé. Enfin, c'est en tout cas le travail des documentalistes, le travail habituel des documentalistes. Donc, on utilise un vocabulaire contrôlé. On s'intéresse à des catégories aussi, on catégorise les documents. On peut utiliser, bien sûr, la norme de description du domaine core. Le but, avec cette indexation, de permettre une recherche par mots-clés, par exemple voiture, Michael Jackson, ou par facette. La navigation par facette, c'est en quelque sorte la navigation qu'on retrouve dans les catalogues. Vous cherchez des meubles. En ayant trouvé les meubles, ça vous amène à des meubles de rangement. Vous trouvez les meubles de rangement, ça vous amène à des meubles de rangement pour salle de bain, etc. Et comme on l'a vu pour la question juridique, l'indexation permet de lier l'œuvre à l'acte de cession aussi, qui est un contrat écrit, et aussi de lier l'œuvre à l'autorisation d'exploitation de l'image et d'une personne. Donc, à ces éléments purement descriptifs, très liés à l'image, s'ajoutent aussi les métadonnées. Donc, on peut récupérer les métadonnées IPTC, ou alors qui est un format qui est très courant, ou des métadonnées au format XMP, qui est une norme qui remplace petit à petit l'IPTC. Et sur cette question d'indexation, de plus en plus, la technologie progresse, notamment avec les apports de l'intelligence artificielle, qui permet en particulier d'automatiser différentes étapes d'indexation. Mais là, je ne vais pas trop détailler parce que je crois qu'Éric va aborder ce sujet un petit peu plus tard. Donc voilà pour la question de l'indexation. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là. Pour l'instant, pas de questions à ce niveau-là, non. Bon. Alors, continuons maintenant que vous êtes qu'on s'est emparé de la question juridique, qu'on a identifié le besoin et que vous avez numérisé. Bon, maintenant, il faut choisir la solution et lister un petit peu les possibilités offertes. Alors, si vous avez assisté au précédent webinaire qu'on a organisé avec Frédéric Senui, vous avez vu que quand même le marché est relativement large, qu'il y a plusieurs dizaines d'éditeurs qui se partagent et qui sont présents sur le marché français avec des solutions qui sont certaines orientées, alors il y a orientées packaging, d'autres qui sont orientées retail, il y a aussi des dames, on va dire classiques, des dames un peu standards. Là, pour tout ça, je vous invite à visionner les replays des 3 précédents webinaires que vous aurez les liens à la fin de cette présentation. Voilà. Chez Archimag, on a déjà eu, notamment pour cette e-book dame, on a déjà eu l'occasion de travailler avec plusieurs éditeurs de dames, dont, alors j'en cite quelques-uns, dont Orkis, Heinden, Alchemy, Binder, Wedia, Dali, Mopsomai et quelques autres. On a vu que certains donc étaient plus forts dans la gestion des vidéos, d'autres étaient très orientés packaging ou en tout cas avaient des fonctionnalités qui étaient assez intéressantes
des fonctionnalités créatives assez intéressantes. Tout ce qu'on a voulu faire dans le guide 66, c'est qu'on a voulu représenter un petit peu les points forts de chaque solution qui est présentée en faisant des radars avec, vous voyez, un côté plus développé pour la vidéo, la gestion des photos, l'ergonomie, etc., etc. Vous verrez qu'avec cette représentation graphique de chaque solution, listée dans le guide 66, vous aurez un bon panorama des forces et des faiblesses de chacun. Malgré tout, toutes ces solutions de DAM s'appuient sur un socle de fonctionnalités communes et des fonctionnalités assez classiques qui sont liées à la gestion des droits et des accès, par exemple, à l'importation, à l'indexation par lot, etc. Mais il y a certaines fonctionnalités qui font la différence. Et j'en ai listé quelques-unes, je vous les partage. Alors, on en a parlé aussi déjà dans les précédents webinaires avec Frédéric, ce sont les capacités de gestion de projet. Alors, ça peut être gestion des idées, planification des tâches, des ressources, des plannings. Ça, c'est une fonctionnalité qui est intégrée à certains DAM et qui s'avère très, très intéressante aujourd'hui pour gérer vraiment un projet de A à Z. La possibilité de paramétrer des workflows plus ou moins complexes avec différents intervenants pour valider un visuel ou valider une campagne, ça aussi, ça me semble essentiel aujourd'hui. Cette fonctionnalité est forcément liée à toutes les fonctionnalités qui concernent la correction, les commentaires, annotations et le versionning de tous les assets multimédia que vous avez. Là aussi, c'est très pratique d'avoir intégré dans le DAM des outils de retouche, d'annotation, de correction. Une fonction un peu classique, mais certains DAM le font mieux que d'autres, ce sont les fonctions de prévisualisation et de redimensionnement automatique des photos et des vidéos qui sont uploadées. Là, l'idée, c'est que le logiciel crée automatiquement différentes versions de tout ce que vous lui soumettez, donc une base def, un fichier HD, le fichier source, un recadrage automatique pour Instagram, par exemple. L'idée, là, c'est de faire en sorte que la diffusion soit plus rapide et plus facile vers les réseaux sociaux, notamment. Une autre possibilité intéressante dans certains cas, c'est la possibilité de basculer automatiquement certains médias en archive au bout d'un certain temps. Ça, vous pouvez le prédéfinir. Là, ça revient au cas de la Poste dont je vous parlais. Autre possibilité, c'est la possibilité d'avoir des front office et des back office qui sont personnalisables, aussi bien pour la consultation des médias que pour leur ingestion dans la plateforme. Frédéric, on a beaucoup parlé aussi lors des précédents webinaires, la présence d'outils de reporting, ça c'est très important aujourd'hui, des outils qui permettent d'analyser l'utilisation des médias, de savoir quels mots-clés sont fréquemment recherchés, de savoir si les résultats remontent bien, de savoir si par exemple le timing défini au départ pour un projet il est bien respecté. Tout ça aussi, c'est important et certains DAM proposent des indicateurs et des tableaux de bord et des tirs de reporting plus complets et plus fins que les autres. Autre fonctionnalité et critères de choix importants, ce sont la présence de connecteurs ou d'API ou d'autres mécanismes d'intégration qui permettent de connecter le DAM à votre écosystème applicatif. Ça peut être votre CMS, ça peut être les outils Adobe, ça peut être un PIM, que sais-je. Mais ça semble très mondial aujourd'hui. Certains DAM intègrent également des modules de gestion et de suivi des mouvements pour le prêt, la location, la vente ou encore la restauration de collections physiques. Alors là, c'est une fonctionnalité qui est offerte par vraiment certaines solutions uniquement, mais ça permet de savoir où se trouvent vos produits, vos collections, vos documents, de connaître leur statut. Est-ce que c'est un retour, est-ce que c'est retourné, à relancer, car la date de retour a dépassé, etc. Un peu comme dans une bibliothèque. Et ça, c'était, je me souviens en avoir discuté avec un utilisateur d'Ajaris, l'outil Dame d'Orkis, c'était une maison de haute couture qui justement pour des défilés ou des événements prêtait ses collections, prêtait des vêtements et gérait justement ça directement dans le DAM. Certains DAM aussi offrent des possibilités créatives qui sont plus poussées que les autres, qui permettent par exemple de composer facilement un catalogue, une brochure ou un dépliant directement dans la plateforme à partir de maquettes prédéfinies d'envoyer le tout à l'impression. Ça peut être aussi très intéressant si vous ne voulez pas vous enquiquiner et utiliser d'autres solutions pour faire ça. Certains DAM aussi utilisent des outils de montage vidéo intégrés plus ou moins puissants qui facilitent l'édition de la vidéo, qui vous permettent de la raccourcir, d'ajouter des transitions, un titre, d'encoder le tout dans un format spécifique pour une diffusion sur le web ou les réseaux sociaux. Et là, vous pouvez aussi vérifier ça. La transcription vocale, c'est une fonctionnalité aussi. La transcription vocale des vidéos, c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Ça peut se faire dans une ou dans plusieurs langues, ça dépend des solutions.
et ça vous permet de sous-titrer automatiquement les vidéos uploadées dans le DAM et d'indexer aussi les mots-clés pour pouvoir par la suite identifier facilement un moment précis de la vidéo. Par exemple, vous vous retrouvez devant la vidéo d'un match de foot, si vous voulez accéder uniquement au moment où il y a le penalty, si ça a été indexé correctement et si les mots-clés ont été reconnus, une fois que la solution a repéré le mot penalty dans les commentaires, vous pouvez y accéder directement dans la solution. Ça peut être très pratique. Enfin, dernière possibilité que j'ai listée, c'est la possibilité de diffuser des vidéos en live directement dans la plateforme et de les enregistrer pour qu'elles soient, comme le webinaire par exemple, là, accessibles en replay à la demande. Certaines universités, par exemple, utilisent des DAM pour faire cela. Alors voilà, il y a tout un tas de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes à découvrir, en tout cas à lister. Et comme le rappelait Frédéric dans les précédents webinaires, l'important c'est vraiment de challenger les solutions que vous avez retenues avec vos propres fichiers, bien entendu, et pas uniquement les photos proposées par l'éditeur ou vos propres photos qui pèsent quelques kilos, mais avec des fichiers lourds, de lister les fonctionnalités qui vous semblent intéressantes et dont vous pourriez avoir besoin, de savoir aussi ce qui est vraiment inclus dans la solution et ce qui constitue le cœur de l'offre, parce que de temps en temps, on va dire qu'il y a un socle de fonctionnalités, puis ensuite viennent s'ajouter des modules complémentaires qui sont vendus en plus. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fait le tour, Frédéric? Moi, je pense Est-ce que qu'il y a des fonctionnalités? non, je pense que tu as bien résumé, avec toujours garder en mémoire que euh, une solution ne se fait pas avec une liste de fonctionnalités, qui a pas de... Bon, il y a toujours des solutions qui proposent plus, mais qui peuvent aussi coûter plus cher. Donc, je crois qu'il faut... Aujourd'hui, on a pratiquement, allez, une centaine de solutions qui sont capables de gérer une base photo, vidéo. Maintenant, ça va dépendre un petit peu on va dire des affinités qu'on peut avoir. Il y a toujours une partie aussi de relationnel qui est important. Et l'éditeur doit être aussi un partenaire et pas simplement un pousseur de boîte, je dis souvent. Donc voilà. D'accord. Alors maintenant, attendons-nous sur les tendances qui animent en tout cas ce marché, ce secteur du digital asset management et de la gestion des ressources multimédia. En premier, évidemment, moi je vois l'IA et ses promesses, notamment en termes d'indexation, parce que là, quand même, beaucoup d'éditeurs proposent des choses et nourrissent leurs solutions avec des algorithmes qui sont, par exemple, capables de reconnaître automatiquement les principales composantes d'une photo, de reconnaître une couleur dominante, des formes, des paysages, des objets ou des visages. Et vous comprendrez qu'avec ce genre de fonctionnalité, grâce à l'IA, ça rend le travail d'indexation beaucoup plus simple. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais en communication avec Nuxeo, qui m'expliquait un Nuxeo qui propose un ECM avec un DAM, étude de DAM intégré, qui m'expliquait qu'un de ses clients, un groupe hôtelier, voulait pas s'enquiquiner quand il lançait un nouveau groupe hôtelier, une nouvelle chaîne, un nouvel hôtel, ne voulait pas perdre de temps à indexer les photos quand il avait fait un shooting de ce nouvel hôtel, et ne voulait pas perdre du temps à répertorier et indexer toutes ces photos, plusieurs centaines de photos à chaque fois. Donc, ils ont entraîné une IA pour catégoriser automatiquement les photos, et ce qui leur permet aujourd'hui d'injecter automatiquement les photos dans la plateforme et de savoir de quel type d'hôtel il s'agit, dans quel pays il se trouve, de quelle pièce est photographiée, est-ce que c'est une chambre, une salle de bain, la réception, etc. Et d'associer, et de savoir même si ces photos sont liées à un brief spécifique. Donc, vous voyez, on peut faire de l'IA personnalisée en fonction de ses besoins. Alors ça, c'est du machine learning. Ça permet par exemple aussi de soumettre plusieurs photos d'un même produit ou d'un engin, ça peut être un avion, une voiture ou que sais-je, à la plateforme, afin qu'au bout d'un certain temps, après un temps d'apprentissage, elle soit capable de reconnaître automatiquement, dans certains cas c'est possible, la marque ou le modèle précis de l'engin en question. Alors l'IA, ça permet aussi de faire pas mal de choses par ailleurs. Et avec l'IA, il est aussi possible de reconnaître les personnes. Il suffit à ce moment-là d'uploader une photo dans le DAM pour que le logiciel, la plateforme détecte d'abord les visages et les associe ensuite à des personnes. Alors, il faut bien entendu au préalable avoir nourri la plateforme avec des photos de ces mêmes personnes. Mais une fois que le système a appris, il progresse et il peut atteindre un taux de réussite frôlant les 100%. Et dans certains cas, il suffit de quelques exemples pour que l'identification se fasse automatiquement.
Dans ce même esprit, le DAM, ça permet aussi de flouter les visages des personnes qui ne sont pas reconnues sur les photos et ainsi de respecter le droit à l'image, comme expliquait Michel tout à l'heure. Les collectivités locales, par exemple, sont intéressées par ces avancées technologiques parce qu'elles peuvent identifier facilement, par exemple, les élus ou d'autres personnes présentes sur les photos prises lors de manifestations, d'assemblées ou de discours. Et puis, ça permet, imaginez une photo prise, je ne sais pas, dans une école, par exemple, imaginez que le maire et la maîtresse sont reconnus automatiquement. Par contre, les visages des élèves, des enfants, eux, peuvent être floutés automatiquement aussi. Donc, ça peut être une possibilité intéressante. L'IA peut aussi donner un bon coup de pouce à la mise en page. Bon nombre de dames intègrent, comme je vous l'expliquais, un module d'impression qui permet, grâce à des templates, de créer des maquettes, des catalogues ou des pliants et les envoyer en impression. Là, l'IA, ça peut être intéressant pour, en cas de surcharge de texte, par exemple, l'IA propose automatiquement une mise en page alternative. Vous n'avez pas besoin de couper le texte, de réécrire tout, de modifier tout. Ça permet d'adapter le design et de produire des contenus qui sont éditables et imprimables automatiquement. Ça permet de gagner un temps non négligeable. L'IA peut aussi évidemment être une aide précieuse pour la transcription automatique des contenus audio. Là aussi, c'est intégré dans plusieurs solutions de DAM. Ça permet d'obtenir des transcriptions plus justes pour le français, l'anglais et d'autres langues sont en développement. C'est utile pour le sous-titrage de vidéos. Ça vous permet d'éviter d'avoir à passer par YouTube et son éditeur et d'avoir à manipuler à chaque fois les sous-titres à la main. C'est plus rapide. On a parlé tout à l'heure de la transcription vocale comme source d'indexation. Là aussi, c'est grâce à l'IA que cela est possible. Ça permet de repérer les mots-clés, les concepts qui reviennent le plus fréquemment dans un fichier audio ou une vidéo. Ça peut être une interview, un discours, un compte-rendu. Là, le logiciel saisit la teneur des propos et effectue lui-même une pré-indexation. Alors, c'est pas encore totalement perfectionné parce que ça pose deux problèmes se posent. Le premier, c'est que dans les échanges multilocuteurs, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui parlent, eh bien là, c'est pas encore super efficace. Et puis, c'est pas non plus super efficace quand il y a un vocabulaire un peu spécifique ou un vocabulaire technique. Ça peut être, je sais pas moi, c'est un sujet un sujet de médecine, un sujet juridique ou technique. Bon là, ça bloque un petit peu, donc ça demande à être perfectionné ou en tout cas alimenté. Autre possibilité offerte par l'IA, c'est évidemment reconnaître automatiquement sur une photo ou une vidéo un monument. Michel en a déjà parlé tout à l'heure. Ça peut être la Tour Eiffel à Paris, par exemple, et ça permet aussi de la géolocaliser automatiquement. Parce que certaines solutions de DAM intègrent un module de localisation qui permet d'accéder aux médias directement sur une carte à la Google Maps, un petit peu, par région géographique, par pays, ou encore même par département d'entreprise, par exemple. Et puis, l'IA promet des tas d'autres choses. Ça peut autoriser aussi la segmentation plan à plan automatique des vidéos pour chapitrer les séquences et pouvoir utiliser uniquement des petits morceaux et les diffuser plus facilement. Ça permet encore de reconnaître sur les clichés des situations spécifiques, comme une personne en uniforme, une personne en maillot de bain, etc. Donc, il y a beaucoup de promesses de ce côté-là et beaucoup d'attentes, en tout cas en termes d'indexation. Les autres tendances, évidemment, alors là, on l'a vu dans les autres webinaires, que je vous invite de nouveau à visionner. L'expérience utilisateur, c'est aussi le nerf de la guerre. C'est pas valable uniquement pour les logiciels de DAM, c'est valable pour tous les logiciels. Mais s'il n'y a pas d'expérience utilisateur optimale, évidemment, et si tout est compliqué à utiliser, vous pouvez être sûr que votre logiciel ne sera pas utilisé. La sécurité fait aussi partie des préoccupations majeures, surtout en ce moment, avec des accès essentiellement à distance. On en a parlé, les workflows de validation, c'est une attente et c'est une fonctionnalité majeure de ces outils qui vous permettent de créer des circuits de validation des visuels et d'accélérer les choses. Les outils de gestion de projet, on l'a vu, aussi, ça peut être très intéressant. Certains DAM ont développé leur propre outil de gestion, l'ont intégré à leur solution. D'autres se sont connectés à des outils de gestion externes qui existent déjà. On a parlé la dernière fois de Trello, à d'autres outils de business intelligence et d'autres. Et ça rejoint le thème de la connectabilité finalement de votre solution digital asset management qui pourrait être efficace et vous permettre de travailler de manière vraiment souple et collaborative, doit être connectable à tout l'écosystème de l'entreprise.
Frédéric, est-ce que tu valides aussi Ouais, ouais, ces tendances? je pense que tu as bien résumé tout ça. Bon, j'attirerai toujours l'attention, même si on aime bien parler de technologie. Un projet d'âme, c'est aussi un travail éditorial. C'est notamment au regard de notre sujet aujourd'hui. J'incite toujours les gens à travailler leur vocabulaire, leur plan de classement, leur liste. J'adore l'IA pour plein de choses. Maintenant, sur certaines choses, il y a encore pas mal de progrès à faire. Je dirais surtout le cran finalement au niveau des éditeurs, parce que souvent c'est un peu du un ou du zéro. Et ça peut poser problème. Quand on a un logiciel de dame, c'est d'abord pour retrouver des assets. Alors évidemment, dans un cadre d'illustration, comme tu l'expliquais avec Nuxeo, qui est effectivement un très bon acteur à ce sujet-là, la localisation d'une pièce, d'un hôtel, la géographie, la tour Eiffel, tout ça, je dis OK. Maintenant, dans la gestion, moi je le vois au quotidien avec un ou deux clients, dans la gestion d'archives, de numérisation par exemple, de plaques vitrées, de choses comme ça. J'avoue que ça nous apporte pas grand-chose. Et le problème qu'on a souvent, c'est que c'est un peu souvent la plupart des éditeurs, c'est un ou zéro. C'est-à-dire que c'est soit on active tout, soit on n'a rien en fait. Et ça, c'est ce que je regrette un petit peu. Ça va dans le sens de l'expérience utilisateur. Par exemple, l'extraction, comme tu le dis, effectivement, est très utile d'une vidéo, du texte. Maintenant, moi, j'ai fait des tests où je me retrouve avec plus de 50 000 vidéos. C'est une catastrophe pour retrouver un élément parce que, donc au final, on a fini par désactiver. Donc voilà, je pense qu'il y a encore un peu d'expérience utilisateur à apporter, de granularité dans cette fonctionnalité. Mais bon, personne, effectivement, on est obligé de constater qu'effectivement, ça apportera un plus. J'insisterai aussi sur l'AI et l'expérience utilisateur dans l'environnement du logiciel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et finalement, ça se ramène un petit peu à l'expérience utilisateur. Finalement, comprendre la visite. Comprendre le parcours de l'utilisateur dans le système, ça peut être intéressant. Et effectivement, tout ce qui est workflow, tout ce qui est KPI, tout ça, c'est évidemment important. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir besoin de tout pour avoir une solution gagnante. Tout ça, c'est bien entendu relatif au projet de chacun. D'accord. Eh bien, écoute, merci. Merci pour ces compléments. Alors, on vous avait promis 10 points. Finalement, vu le temps, on en aura que 8. parce que là, il est déjà tard. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, comment valoriser? Alors là, je vous inviterai à parcourir le guide 66, parce que dans ce guide, on a réalisé plusieurs retours d'expérience, notamment avec Dassault Aviation, qui voulait digitaliser son fonds photo et vidéo, et qui pour cela a utilisé Ajaris, qui est une solution éditée par Ortis. Alors là, bon, l'idée était, voilà, le postulat de départ était assez simple, c'était de dire, voilà, nous on veut une plateforme pour pouvoir partager tous ces contenus avec des journalistes. Au départ, c'était ça, et puis finalement, aujourd'hui, chez Dassault Aviation, d'autres projets sont nés de l'installation de ce DAM pour justement valoriser les nombreuses vidéos qui ont été produites dans les années 80 et 90. Et donc, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir les répertorier correctement et les agréger au sein d'une plateforme spécifique sur des serveurs dédiés, parce que chez Dassault Aviation, il y a aussi des problématiques de sécurité assez importantes. Donc, je vous invite à lire ce retour d'expérience et vous verrez que c'est assez intéressant. Un autre retour d'expérience qui est vraiment intéressant à intégrer dans ce guide 66, c'est le cas des laboratoires Boiron, qui avec un projet de numérisation des fonds documentaires historiques de la famille Boiron, mais aussi de fonds sur l'homéopathie et l'histoire de l'entreprise. Un grand projet de numérisation qui a été initié en 2015 et qui a été confié à Everial, voilà, avec des livres anciens, le plus ancien datant du XVe siècle, où il a fallu évidemment prendre tout un tas de précautions, avec une ossérisation en vieux français notamment, qui a été une des particularités de ce projet, qui a nécessité certains investissements logiciels. Et donc vous verrez qu'au final, il y a plus de 1700 livres et revues scientifiques qui ont été numérisés, ce qui finalement fait plus de 570 000 pages, et ce qui permet aujourd'hui à tous les services d'effectuer des recherches numériques et de consulter la bibliographie relative aux médicaments homéopathiques.
ce qui peut être intéressant et très utile, notamment lorsque Boiron demande une autorisation de mise sur le marché. Alors, il y avait aussi le cas de la SNCF. Et là, Michel, comme c'est toi qui t'en es occupé, de quoi s'agissait-il exactement? Alors oui, tout à fait. La SNCF, qui donc avait un fonds d'images assez important, et à l'occasion du déménagement du centre de documentation, enfin c'est un petit déménagement parce qu'il passait d'un étage au rez-de-chaussée tout simplement, mais ils se sont reposé la question concernant l'outil et l'hébergement. Et en particulier, ils ont fait le choix de migrer leur fonds, en tout cas une partie du fonds numérique, de le migrer chez leur prestataire, qui en l'occurrence était Opsomai. Donc il y a environ 130 à 140 000 fichiers qui sont chez Opsomai. Voilà, pour eux, ça a des avantages de maintenance et de disponibilité. Et aussi, il faut savoir que ces fichiers ont été mis chez Opsomai dans un certain format, c'est un format un peu compressé, donc qui permet une accessibilité relativement aisée, et aussi qui occupe du coup une volumétrie un peu moins importante, et ça a des conséquences sur le prix et l'abonnement chez Opsomai. Donc c'est voilà, une migration dans le cloud qui est assez intéressante pour ce type de photothèque. Et aussi, si je peux me permettre, si j'ai encore un petit peu de temps, juste pour dire, il y a une question qu'on n'a pas abordée, mais qui s'est posée dans ce cas SNCF, c'est celle de l'archivage et de la conservation à long terme, puisque la SNCF, c'est une vieille institution qui a donc un fonds important avec une pérennité qui est vraiment à préserver. Et voilà, donc la SNCF a mis ses pellicules argentiques pour une donc conservation directement au Centre national du cinéma, au CNC, tandis que pour la vidéo analogique et numérique, elle a recours au service de Capital Vision, qui est une filiale du tiers archiveur Iron Mountain. Voilà ce qu'on peut dire en deux, trois mots sur la SNCF. D'accord. Alors donc ces trois cas, ces retours d'expérience qu'on va découvrir donc, dans le guide 66 que je vous invite à feuilleter et à parcourir. Alors, on arrive à la fin, au terme de ce webinaire. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous rappelle que nous vous transmettrons ce support grâce auquel vous pourrez accéder au replay des 4 webinaires qu'on a déjà réalisés. Vous aurez aussi des liens vers certains articles et dossiers qui traitent de la question sur archimac.com, un lien vers l'entreprise de Frédéric Activo Consulting. Et puis, Frédéric, tu nous rappelles que c'est donc cette série de webinaires en anglais qui démarre donc Au mois de mai. au mois de mai. La semaine... Pas longtemps d'ailleurs. Ouais, le prochain, c'est la semaine prochaine. Bon, là, effectivement, c'est en anglais, mais comme je le précisais, j'en ferai une transcription en français courant du mois de juin. Donc ça, je vous tiendrai au courant et vous pouvez me suivre un petit peu sur les réseaux où je partagerai ceci. L'idée de ces webinaires, c'est véritablement de reprendre un petit peu comme tu as pu le faire là sur le numéro spécial 66. Le travail avec, en fait, ce qui était l'ex-DAM Foundation, aujourd'hui IQ Equity Software, géré par Marc Darvey. L'idée, c'est de finalement de repenser un petit peu l'approche du DAM et d'essayer d'améliorer ce qu'on appelle le modèle DAM. Voilà. Donc là, c'est tout un travail qui a été fait là sur plus d'une année. Toujours basé sur l'expérience utilisateur, toujours basé sur des démos scénarios, non pas sur une suite de fonctionnalités, mais comment une solution peut apporter de l'efficacité, du retour sur investissement à un client. Et ça, c'est vraiment une démarche qui est intéressante parce qu'elle est hors, on va dire, spectre, grandes organisations de conseil où on sait qu'un certain nombre d'éditeurs vont forcément payer pour se retrouver dans une liste. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être très très ouvert à ce niveau-ci. Donc voilà, donc là on va reprendre en anglais dans le texte sur 6 sessions. Certaines sont un peu techniques. La première, je vous conseille, est très générique la semaine prochaine où véritablement on reprend tout ça. Et bien entendu, pour aider à la compréhension de tout ça, je reprendrai une version française que je repartagerai avec tout le monde. D'accord, super. Écoutez, il est 11 heures, on n'a pas de questions, donc c'est qu'on a dû être soit très bon, soit pas clair, j'en sais rien, mais vous n'avez pas de questions, donc on a été très bon. Donc on vous abandonne, on vous souhaite une bonne journée, on vous dit à bientôt et on vous transmet ce support pour que vous puissiez, si vous avez besoin, vous reconnecter et réécouter si vous manquez des choses.
Voilà, bah, écoutez, bonne journée à tous. Frédéric, à bientôt. Michel, à bientôt. Merci à tous. Et Merci beaucoup. bonne Merci journée. à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.